Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Le sujet de cette vidéo c'est le PI, pourquoi et comment. Dès qu'on m'a parlé en fait du PI, j'ai vraiment étudié le sujet de la crypto-monnaie, de la monnaie en général, pour regarder si le PI avait une chance de fonctionner ou pas et si ça valait la peine. Donc je vais commencer par là où j'ai commencé. C'est tout d'abord les banques d'aujourd'hui. Donc qu'est-ce que fait une banque? Déjà ça imprime et ça contrôle la quantité de monnaie qu'il y a à disponibilité. Ça gère les transactions entre personnes. Quand vous faites une requête de transaction, c'est la banque qui va recevoir votre requête et décider si oui ou non elle fait la transaction comme vous l'avez demandé. Elle archive tous les mouvements d'argent que vous avez fait, que tout le monde a fait, les compagnies, etc. La banque, elle a le pouvoir de bloquer un compte. Si jamais elle juge que le compte n'est pas utilisé correctement ou qu'il y a un soupçon d'utilisation, de blanchiment d'argent, de rentrée d'argent en cash suspecte, elle peut bloquer le compte sans l'accord de qui que ce soit. Elle a ce pouvoir. La banque peut exclure n'importe qui du système si elle le désire. Si elle juge qu'une certaine personne n'a pas le droit ou ne devrait pas avoir un compte, elle peut décider de faire en sorte que cette personne ne puisse pas avoir de compte. Et ensuite, elle possède donc une quantité de données personnelles assez phénoménale, puisque tout ce que l'on achète par le biais d'un virement, d'une opération de carte bancaire, est enregistré. Ils savent exactement combien a été dépensé, pourquoi, quand, où. Ça fait une quantité de données personnelles qui est quand même fantastique. La crypto-monnaie, c'est une monnaie qui n'existe pas physiquement, qui est simplement virtuelle. Il n'y a aucune forme de cette monnaie qui va être disponible sous forme de pièces ou de billets. Le Bitcoin, c'est la première monnaie qui a été inventée et celle qui a eu le plus de succès. Donc j'ai étudié cette monnaie particulière pour comprendre le sujet et voir quelles sont les choses qui ont fait que cette monnaie a réussi. Donc je vais passer au travers un petit peu de l'histoire du Bitcoin, que vous compreniez un petit peu comment ça s'est passé, et pourquoi ça a marché et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui. En 2008, il y a eu le lancement d'une crypto-monnaie qui s'appelait le Bitcoin. C'était une idée à l'époque, ça valait 0 € et la personne qui s'est attaquée à ça a dû résoudre certains problèmes. C'est le problème principal qui s'est présenté, c'est la force de calcul nécessaire pour gérer une monnaie, tout simplement. Une monnaie, ça veut dire beaucoup de transactions, ça veut dire une valeur, ça veut dire des comptes, etc. Donc ça prend beaucoup de pouvoir de calcul. Donc la première chose à laquelle ils sont attaqués, c'est de créer une capacité de calcul. La différence principale qu'il y a entre le Bitcoin et de la monnaie normale, entre guillemets, c'est que les banques, elles ont des super ordinateurs, des bâtiments remplis d'ordinateurs qui stockent et calculent et font toutes les transactions en temps réel de votre argent. Et le Bitcoin s'est attaqué à ça en disant ok, ben on va donner le pouvoir à des gens de partager leur ordinateur et de faire partie d'un réseau qui va créer une force de calcul. Des ingénieurs informatiques ont décidé de prendre un ordinateur ou une partie de leur ordinateur et de dire ben voilà, je partage la force de calcul de mon ordinateur, une certaine partie ou la totalité. En échange, Bitcoin lui donne des bitcoins, tout simplement, qui ne valaient rien à l'époque, donc une grande quantité de bitcoins lui était donnée. Ça a pris 2 ans pour faire en sorte que le réseau soit suffisamment étendu et puissant en termes de force de calcul pour dire ok, maintenant on va assigner une valeur et on va autoriser les transactions. La valeur a été assignée en juillet 2010 et la valeur était de 0,8 centimes, donc moins d'un centime. À ce moment-là, on a eu des transactions qui ont eu lieu, qui ont fait que la valeur de la monnaie a augmenté. En 5 jours, on a eu une augmentation de 900%. On est passé de 0,8 centimes à 8 centimes. Ensuite, en quelques mois, la valeur est passée de 8 centimes à 12,5 centimes et en quelques mois, encore en moins d'un an, est passée à 1 dollar. Ensuite, en 4 mois, la valeur est passée de 1 dollar à 32 dollars, ce qui était énorme, vu qu'il y a moins d'un an, le Bitcoin c'était quelque chose qui était donné, que les gens espéraient aurait de la valeur un jour, mais on n'en savait rien. Au fil du temps, la valeur du Bitcoin a augmenté et plus de gens s'y sont intéressés. Et en 2013, la valeur est passée à 1200 dollars. De 2014 à 2016, on a varié entre 200 et 1000 dollars, il y a eu des hauts et des bas, mais ça n'est jamais descendu à moins de 200. Et en 2017, il y a eu un pic de valeur à 19 783 dollars pour être précis, ce qui est énorme. Ce qui est énorme en vrai, quand les gens s'y sont mis en 2018, ils n'ont jamais imaginé qu'un jour, ce qu'ils recevaient gratuitement parce qu'ils avaient mis leur ordinateur à dispo, un peu pour voir ce que ça donnait, un peu par jeu, je pense aussi, valait maintenant 19 783. Aujourd'hui, on est à une valeur de 8 105 dollars pour un bitcoin, ce qui est énorme. Alors pourquoi tant de valeur sur un truc qui, en vrai, ne représente rien? Contrairement aux banques,
le réseau est constitué de milliers d'ordinateurs. Ce qui fait que, déjà, il n'y a pas d'intermédiaire à la transaction. C'est vraiment le réseau Bitcoin. Vous échangez un Bitcoin à l'autre, c'est Bitcoin qui le fait. Personne derrière qui va enquêter, qui va regarder. C'est vraiment direct. C'est impossible à pirater. C'est comme une grande grille Excel ou une grande feuille de calcul où tous les calculs sont dessus, qui est partagée entre 10 000 ordinateurs. Donc si vous voulez entrer une fausse information, vous allez devoir pirater 5000 ordinateurs pour arriver à rajouter, enlever, changer un compte, quoi que ce soit. Donc le piratage est impossible. On ne peut pas ajouter des bitcoins et on ne peut pas retirer des bitcoins. Donc c'est impossible de manipuler la valeur par la quantité, tout simplement. On ne peut pas non plus bloquer votre compte, dire vos 150 bitcoins, ils sont bloqués, puis ils appartiennent maintenant à l'État, par exemple. Ça ne peut pas arriver. Les données personnelles sont inaccessibles parce que ça ne dépend pas d'un gouvernement, donc les agences gouvernementales et les gouvernements n'ont pas accès à ces informations, non plus des compagnies de troisième partie. La valeur de cette monnaie ne peut pas être changée par un attentat, par une bombe explosée ou des tours explosées aux États-Unis comme ils ont fait un peu pour manipuler la valeur des choses. Cette monnaie n'est pas basée dans un pays, c'est incontrôlable par la géographie. Comme toute chose, aussi rare, aussi précieuse qu'elle peut être, si personne n'en veut, ça n'a aucune valeur. La valeur du Bitcoin a été vraiment entre la demande et la disponibilité de cette monnaie. Demande qui a été assez importante grâce aux choses que j'ai mentionnées juste avant. Tout ça, c'est super. Un Bitcoin, ça vaut 8 000 $, ça a valu 19 000 $, mais ça veut dire quoi? Est-ce que je peux payer mes factures EDF avec? Est-ce que je peux acheter une maison? Est-ce que je peux payer mon emprunt, etc. Oui et non. Il y a vraiment les deux côtés. Alors pourquoi non? Eh bien par exemple, si je vais en Angleterre et que je veux acheter du pain ou payer ma facture d'électricité, je ne peux pas la payer en euros. De la même manière, je ne peux pas payer mon taxi en euros quand je vais aux États-Unis, je ne peux pas utiliser de livres et de dollars ici. Ça ne marche pas comme ça. Comme toute monnaie, les euros ou les dollars, pour être utilisés en Angleterre, devront être échangés en livres. C'est comme ça que ça marche. Les dollars, pour être utilisés ici, doivent être échangés en euros. Donc le Bitcoin, comme toutes les monnaies, doit être échangé avant de pouvoir être utilisé. D'un autre côté, il est possible d'acheter avec des Bitcoins. Pourquoi? De la même façon que si vous achetez une maison en Angleterre à un Français, vous pouvez le payer en euros. La transaction avec le notaire, etc., sera calculée en livres en fonction de la valeur de l'euro, mais vous pourrez lui envoyer des euros. Lui, il acceptera des euros. De la même façon, il y a des entités, des sites, des personnes qui acceptent les bitcoins en termes de paiement. Maintenant, il est vrai que la façon la plus simple d'utiliser les bitcoins quand on veut les utiliser, ce que l'on a, c'est de les transformer dans la commodité qui est utilisée à l'endroit où nous sommes. Donc en Amérique, des dollars, en Europe, des euros, etc., etc. Le gros problème du bitcoin, il y a un concept de compétition. Quand la valeur du Bitcoin a augmenté, des compagnies ont mis des ordinateurs de plus en plus puissants pour récolter les Bitcoins, qui a rendu vraiment la possibilité pour les petits ingénieurs qui ont mis à disposition leur ordinateur totalement hors de portée pour obtenir des Bitcoins. Donc au final, on a 87% des Bitcoins qui appartiennent à 1% des utilisateurs. Et ça, c'est un problème, parce que ça rend possible la manipulation de la valeur de la monnaie, vraiment le gros problème du Bitcoin. Maintenant, parlons du Pi. Le Pi en est aujourd'hui là où le Bitcoin en était en 2008 et jusqu'à 2010. Maintenant, il y a plus de 30 crypto-monnaies qui existent, sauf que les 30 crypto-monnaies qui existent sont toutes basées sur le concept de Bitcoin. Il faut que vous ayez un ordinateur et il faut que vous ayez des compétences techniques suffisantes pour pouvoir programmer votre ordinateur pour obtenir cette monnaie. Le Pi est accessible à tout le monde. C'est fait au travers d'une application qui est gratuite, que n'importe qui peut installer. La base du réseau de Pi va être au minimum de 5 millions, au maximum de 100 millions. Pourquoi tant de gens? Simplement pour avoir la force de calcul nécessaire, tout simplement. Entre parenthèses, le pouvoir de calcul des téléphones aujourd'hui est beaucoup plus important qu'il n'était à l'époque. Par exemple, moi j'ai un iPhone XS qui a la même capacité de calcul que l'un des plus gros ordinateurs qui existait seulement en 2002. On a sur nous des ordinateurs extrêmement puissants. Le fait que l'on ait plus de 5 millions à disposition pour faire l'administration de cet argent est plus que suffisant. C'est une petite partie du téléphone qui est utilisée pour faire le calcul des transactions, etc. Alors on entend beaucoup parler du concept de monnaie gratuite. Pour le moment, en vrai, vous rendez un service, vous donnez votre support et votre présence, plus du pouvoir de calcul de votre ordinateur, pour rien. Le fait que l'on vous donne des Pi, c'est une manière de distribuer cet argent.
Il faut bien la mettre, faut bien la donner aux gens d'une façon ou d'une autre. Donc au lieu de donner un pi à tout le monde et d'en créer 7 milliards, il y a quelques millions de pi qui sont créés et qui sont donnés aux gens en récompense pour leur soutien. Donc ça, c'est le système qui est utilisé pour vous récompenser et pour distribuer l'argent, qui pour l'instant ne vaut rien. La banque distribue l'argent aussi, la quantité d'argent dans le monde n'est pas toujours la même, elle augmente et elle réduit. Alors comment est-ce que la banque fait pour créer de l'argent? C'est très simple. L'argent que vous empruntez pour pouvoir acheter votre appartement ou votre maison n'est pas de l'argent qui est ici dans le compte de la BNP ou de votre banque, le gros compte où il y a tous les sous, et puis bon, ils en prélèvent une petite partie pour le mettre sur votre compte pour payer votre appartement, votre maison, et vous les remboursez. C'est pas comme ça que ça marche. La banque n'a pas cet argent, c'est de l'argent qui n'existe pas. Elle le crédite sur votre compte, c'est un des pouvoirs de la banque. Elle crée, entre guillemets, de rien, elle crédite 125 000 euros sur votre compte, et de cette façon, elle vient d'ajouter 125 000 euros à la quantité d'argent disponible dans le monde. Et vous travaillez et vous payez cet emprunt qui n'est fait de rien. Les PI, vous ne pouvez pas faire ça. Contrairement à la banque, on ne distribue pas juste en prêtant des PI qu'après vous devrez rembourser, mais ils vous sont donnés. Ils ne valent rien, mais ils vous sont donnés. C'est la façon de mettre la monnaie dans les mains des gens. C'est ce qu'on appelle la phase 1. C'est la phase création de réseau et distribution de l'argent. On passera ensuite à la phase 2. La phase 2, c'est l'attribution de la valeur à la monnaie et le commencement des transactions. C'est ce qui va faire en sorte que la valeur va augmenter, tout simplement. Les transactions égale demande. Plus il y a de demandes, plus quelque chose a de la valeur. Donc en vrai, on est dans un jeu de temps et de patience. Il y a quelques millions de personnes qui vont pouvoir profiter du laps de temps nécessaire pour établir le réseau et distribuer l'argent, pour ensuite avoir une monnaie qu'il faudra dépenser un petit peu, faire des transactions, de vendre des choses pour des pi, d'acheter des choses pour des pi, et de faire en sorte que vraiment cette monnaie ait une utilité, puisqu'elle sera utilisée par beaucoup plus de gens que le Bitcoin, aura de la valeur. Parce que les bitcoins, il faut être un technicien pour l'avoir. Ce qui est important, c'est que cette application est gratuite, que vous n'avez aucune information personnelle demandée à part votre nom, votre prénom et votre numéro de téléphone. Pas de données bancaires, pas d'adresse. Vous n'avez aucune information personnelle qui pourrait potentiellement être utilisée contre vous, qui est demandée par l'application. Puisque l'application est composée de millions de téléphones et de points de calcul, ce sera littéralement impossible de voler vos PI, d'en rajouter de manière arbitraire, de bloquer votre compte ou quoi que ce soit. Vous serez libre, ce sera de l'argent que vous pourrez utiliser comme vous le souhaitez, où vous le souhaitez. Vous avez plus d'informations disponibles sur une section du site et de l'app qui s'appelle White Paper, qui vraiment donne toute l'information sur quels sont les plans de développement, pourquoi le PI pourrait marcher, quels sont les supports techniques, etc. utilisés pour la construction du réseau. Je l'ai étudié, c'est en anglais, c'est un peu technique, surtout sur la fin. Mais si vous avez la volonté, vous pouvez soit essayer de l'étudier en anglais, soit le mettre sur Google Translate et puis voir, voir ce que vous pouvez comprendre malgré les traductions parfois un peu bizarres. Mon conseil, sachez que seulement 8,3% de la monnaie est imprimée. Et ça, c'est un pourcentage qui est optimiste. Pratiquement tout l'argent du monde est digital. C'est-à-dire qu'on a au minimum 91% de l'argent qui est digital, qui est donc de la crypto-monnaie déjà. Quand vous parlez d'euros, de dollars, de yens, etc. Le concept de crypto-monnaie peut paraître un peu étrange, mais c'est un concept dans lequel on est totalement immersé depuis des années. On est passé d'avoir de l'or physique à avoir des billets, des pièces qui représentent de l'or, donc qui eux-mêmes, les billets, des pièces, si on dit qu'elles n'ont plus de valeur, elles n'ont plus de valeur. Maintenant, plus besoin de billets, plus de pièces, vous avez un numéro sur votre compte, et puis voilà, c'est de l'argent. C'est déjà le cas, ça fait des années que c'est le cas, et votre argent sur le compte, si on vous l'enlève, eh ben personne, vous n'avez aucun pouvoir de défense. Dans le pire des cas, c'est gratuit. Vous passez un temps minimum, il faut cliquer une fois par jour. J'ai fait une autre vidéo sur l'utilisation de l'app, c'est ridicule le temps que vous devez passer sur ça. Il y a seulement 5 à 10 millions de personnes qui en profiteront vraiment, qui pourront faire partie du réseau, en sachant que plus le temps passe, moins de PI sont distribués, ou en tout cas ils sont répartis entre plus de monde, donc ça devient plus difficile d'en obtenir. Quand j'ai regardé la première vidéo, la personne pouvait gagner jusqu'à 260 PI par jour. Moi, ça fait plus d'une semaine que j'y suis, j'en ai 200. Et quand on va arriver à 1 million, ce sera 2 fois plus dur d'en gagner. Quand on va arriver à 5 millions, ce sera encore plus dur d'y arriver. Vous êtes dans une période de temps où c'est encore possible d'amasser une quantité de PI qui est relativement intéressante. Personnellement, je l'ai fait, je suis content de l'avoir fait, j'ai invité mes proches à le faire.
pour les raisons que j'ai énumérées dans la vidéo. Mon code d'invitation personnel, c'est MMoros. Je vous conseille de rentrer le code d'invitation de la personne qui vous a dirigé vers cette vidéo, si quelqu'un vous a dirigé vers cette vidéo. Sinon, bah, écoutez, vous pouvez utiliser mon code, il n'y a pas de souci. Si vous avez quelque chose à dire sur cette vidéo ou des questions à poser, n'hésitez pas dans les commentaires. J'ai fait cette vidéo pour mes proches, pour qu'ils puissent communiquer sur le sujet, sur les gens qui leur tiennent à cœur de faire rentrer dans l'aventure. Mais si vous avez des commentaires ou des questions, laissez-les, je les lirai. Éventuellement, je ferai d'autres vidéos sur le sujet si ça intéresse quelqu'un. Voilà, bah en tout cas j'espère que ça vous a été utile, j'espère que je ne suis pas allé trop vite, que ça a été compréhensible. Je vous dis peut-être à une prochaine fois. Bye.